Le monde d'à peu près. Bonjour chers auditeurs, vous écoutez Le Monde à peu près, émission diffusée par Artemis pour que l'information devienne connaissance. Les intervenants de cette séquence sont aujourd'hui Lamine, Nicolas et moi-même. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Artemis organise des conférences et diffuse des podcasts et des chroniques sur des sujets variés allant de la géopolitique, l'économie et l'histoire, jusqu'à la spiritualité, la santé et le bien-être ou encore la novlangue. Pour découvrir toutes nos activités et nos sujets, vous tenir au courant de nos prochains projets de conférences, visitez notre page web artemus.info. Là, vous trouverez tous nos contenus aussi sur YouTube et Odyssée, Facebook et Telegram. Pour nous soutenir, likez, commentez et partagez nos contenus. Merci à vous. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Adnan Azam. Bonjour et bienvenue en Belgique. Bonjour, merci. Vous êtes né en Syrie et vous êtes un écrivain, mais pas comme un autre. Jeune homme, vous avez entrepris un tour de monde à cheval entre 1982 et 1986. Après ce voyage, vous décidez d'approfondir la connaissance du monde occidental et vous installez à Paris. C'est jusqu'à 2011 que vous y restez. Vous y êtes active, même politiquement, je crois. Mais quand la guerre en Syrie s'éclate, vous y retournez pour soutenir votre peuple. À ce jour, vous avez écrit 10 livres et vous avez réalisé 2 documentaires. Pas 10 livres, 11 livres, le 11e. Absolument, le 11e c'est aujourd'hui en fait, c'est cette semaine. Ça vient de sortir, le titre « Quand l'Arabe s'éveillera ». 1300 jours de quête à cheval entre Orient et Occident, c'est le sous-titre. Et c'est édité par... Par moi-même. Ah, par parce vous-même. Parce que je n'ai pas trouvé un éditeur. Auto-édition. Voilà, absolument. Donc, la question, pourquoi l'Arabe doit se réveiller? Est-ce qu'il dort? Eh bien, l'Arabe, il dort profondément, bien sûr, absolument. Il dort, vous savez, là je vais faire une toute petite historique civilisationnelle, c'est-à-dire si on prend l'histoire moderne depuis 7000 ans jusqu'à aujourd'hui, on voit que tour à tour, les Sumériens, les Babyloniens, les Phéniciens, les Araméens, les Grecs, les Romains, c'est-à-dire Rome, les Français, les Anglais, les Russes, ils sont tour à tour menés le monde, ou occuper le monde. Et c'est le propre d'une civilisation comme la vie d'un être humain. Elle commence, elle grandit, et puis après, elle commence à descendre. Et bien, les Arabes, c'est la même chose. Donc les Arabes, ils ont régné à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité. Et le dernier, c'était dans les années 1200 à peu près, quand ils ont commencé leur conquête. Et ils sont arrivés jusqu'à Tours, à côté de Paris. Ils sont restés 800 ans en Espagne et ils ont offert à l'humanité la plus belle civilisation du monde, à Grenade, à Séville, à Barcelone, donc dans toutes ces grandes villes arabes en Espagne moderne. Au bout de 800 ans de règne, eh ben, l'homme arabe il était devenu fatigué. Et il est fatigué de pouvoir, de règne. Et le fatigue d'une nation, ça traduit par les démantèlements, la fragmentation, c'est-à-dire il n'y a plus de pouvoir central. Grenade, c'était une principauté toute seule, Cordoue, un autre principauté. Avant, c'était vraiment de l'Espagne jusqu'à la Chine, un pays central. C'est-à-dire c'est une des plus grandes empires de l'histoire. Et là, malheureusement, il y a des partis fanatiques qui sont commencés à progresser dans cette Andalousie, et ils ont transformé l'islam d'une religion de progrès, d'une religion de recherche, de vraie spiritualité, à une religion de fermeté et d'affrontement avec les autres. Et c'est là que le corps de l'homme arabe commence à se fatiguer, à se mettre par terre. Là, bien entendu, les Occidentaux, ils ont profité de cette fatigue et ils sont venus avec la reine Élisabeth pour chasser les Arabes de l'Espagne. C'était en 1492. Et pour l'histoire, pour les gens qui sont passionnés de l'histoire, quand l'armée de la reine Élisabeth est rentrée dans la cour royale
de roi arabe Abu Abdullah. Et il a commencé à pleurer quand on lui a demandé la clé de palais royal. Et sa maman, elle lui grondait, elle lui dit « Ah, tu es en train de pleurer comme une femme, ce que tu n'as pas pu défendre comme un homme. » Et là, les Arabes, ils ont quitté l'Espagne. Et là, ils sont rentrés dans la décadence. Ils ont commencé à endormir. Après, il y a l'Empire ottoman qui est venu occuper tout le monde arabe, de 1500 jusqu'à 1918. Après, il y a les Anglais et les Français qui ont repris leur place jusqu'à les années 1950-1960. Donc, bien sûr, après 500 ans d'occupation, il n'y a pas des institutions arabes, il n'y a pas des véritables vies culturelles. La religion, il est transformée d'une religion, comme je viens de le dire, de progrès, de spiritualité en religion de pratique tout simplement, de pratique vide de sens. Et on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui avec l'agression du peuple palestinien à Gaza. Les Arabes, ils font Ramadan, les musulmans, ils font le Ramadan, et c'est très bien. Mais à mon sens, on aurait dû aussi, avec la même force, aider le peuple palestinien à ne pas mourir sous les bombes des sionistes. Donc, pour moi, dans mon livre, je dis à l'homme arabe, réveille-toi, ça suffit, ça fait 500 ans que tu dors, il faut se réveiller maintenant. Justement, quand vous dites l'arabe ou l'homme arabe, de ce que vous venez de nous expliquer maintenant, il y a un aspect historique. Mais justement, j'imagine qu'aujourd'hui, en 2024, est-ce que vous arrivez encore à considérer l'arabe dans son intégralité, ou est-ce que vous commencez à faire des différenciations? Est-ce que vous voyez des différences dans le monde, ou est-ce que vous voulez continuer à croire à une unité arabe? C'est très bien, une question absolument profonde. Quand le corps, votre corps, quand il est fort, vous sentez l'unité de votre corps, tous ensemble, vos bras, vos jambes, votre cœur, votre tête. Quand vous êtes malade, ben là, vous avez l'impression que votre corps il part en confetti. Une nation, c'est la même chose. Prenez la France, par exemple. Aujourd'hui, la France, on ne peut pas dire qu'il y a une constitution politique, parce que Macron, le président de la France, avec une toute petite minorité, prépare la guerre contre la Russie, mais une majorité des Français ne veulent pas cette guerre, donc il n'y a pas vraiment un consensus. Pour moi, en tant qu'intellectuel arabe, je continuerai toute ma vie à regarder le monde arabe de la Mauritanie à travers le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, l'Arabie, le sultanat d'Oman et la Syrie, l'Irak, tout ça, comme un seul. Parce qu'il y a tous les ingrédients d'une nation. On a la même langue, on a la même religion, nous avons même des relations de sang. La même tribu qui est partie du Yémen vers l'Arabie Saoudite, elle est arrivée en Égypte, et puis après, elle est arrivée en Algérie et au Maroc. Donc, aujourd'hui, moi, en tant qu'historien, au-delà de l'idéologie que j'essaye de servir, mais si je regarde dans le livre, dans l'archive de l'appartenance génétique, les Arabes, ils sont cousins. Il y a Amin en face de moi. J'ai parié que si on cherche 200 ans en arrière, on peut trouver un grand-père pratiquement la même. Mais, pour en revenir à ce que vous dites, c'est peut-être pas les Arabes qui dorment, mais peut-être leurs dirigeants qui dorment. Et leurs dirigeants, vous l'avez dit vous-même, c'était une grande civilisation qui est arrivée jusqu'à Tours, qui a une influence sur les cultures absolument colossale, la médecine, la science, tout. C'est vrai qu'il y avait vraiment une idée au début de l'islam et de l'expansion de l'islam, une idée progressiste derrière, c'est-à-dire un renouveau. Exactement, oui. Tout ça, c'est tombé à l'eau parce qu'il y a eu une décadence de nos élites, qui sont aujourd'hui, pour moi, toujours décadentes. Et vous le dites très bien, il se passe des choses incommensurables à Gaza. Vous demandez à n'importe quel arabe, il sera pour la cause palestinienne. Par contre, les dirigeants ne font absolument rien. Donc on ne crache pas dans la main qui nous nourrit, peut-être. C'est ça le problème. C'est qu'un empire en chasse un autre, et qu'aujourd'hui l'empire, l'hégémon, c'est les États-Unis, c'est l'empire occidental, dans ce qu'il peut représenter, et que finalement, en tant que dirigeant arabe, si je veux vivre, si je veux qu'on me laisse tranquille, je leur dis oui, et je leur tourne la main. C'est peut-être ça le drame derrière tout ça. Amine, si tu veux que je te donne une réponse simple, je te dis oui, absolument, c'est à cause des dirigeants arabes. Mais il faut que je pose la question. Qui avant, l'œuf ou la poule?
Donc, s'il y avait des populations réellement révolutionnaires qui prennent des risques, qui renversent le dirigeant, il va avoir peur et il va se corriger. Donc moi, je pense réellement que les populations arabes, ils ont une part de responsabilité colossale dans ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi on trouve un chauffeur de camion égyptien qui amène le tomate et les bombes de terre à l'armée israélienne qui tue les Palestiniens tous les jours? Donc il y a des populations arabes qui commencent à se réveiller, comme la résistance palestinienne, qui donne l'exemple historique de cette réveil, comme les populations au Liban, en Syrie, au Yémen, en Irak, mais ça reste quand même pas assez par rapport à la masse arabe, par rapport à 100 millions d'Arabes en Égypte qui ne sont pas réveillés. Pourtant, l'Égypte, elle est juste un mire mitoyenne avec le bande de Gaza. Aujourd'hui, moi, je peux pas me permettre d'avoir juste une réponse facile de dire à cause des dirigeants. C'est à cause de nous tous. On ne dit pas justement on a l'élite qu'on mérite. Oui, tout à fait. Ben voilà, c'est aujourd'hui, aujourd'hui, moi je constate que la majorité du monde arabe dorme. Il y a une minorité bien réveillée qui donne de sang. Et je pense, plus jamais l'histoire restera l'histoire au moins du monde arabe tel qu'il est aujourd'hui, parce que cette résistance palestinienne, elle a allumé la flamme de la fierté de l'homme arabe et ne s'éteindra plus jamais. Ça ne vous dérangerait pas qu'on retourne un peu sur votre pays d'origine qu'est la Syrie? Oui. Parce qu'il y a eu effectivement une volonté de déstabilisation du régime syrien d'El-Assad en 2014, quand vous décidez de partir d'ailleurs à Damas. On sait que finalement, les plans qui avaient été décidés en amont, notamment dans le Grand Échiquier de Brzezinski ou d'autres conseillers, n'ont pas abouti, et ça a été grâce au Kremlin, grâce à Poutine. Depuis, que s'est-il passé? On en est où en Syrie? Je pense que la situation n'est toujours pas réglée à 100%, comparée à ce qu'elle aurait pu être dans votre jeunesse, par exemple, la Syrie. C'est pour ça que j'ai nommé mon livre « Quand l'Arabe va se réveiller ». Je ne l'ai pas dit « Quand le Syrien va se réveiller ». Oui, tout à fait. Parce que je crois profondément que le destin des pays arabes, il est lié à 100%. On ne peut pas traiter le Maroc sans savoir qu'est-ce qui se passe en Syrie. On ne peut pas traiter la Syrie sans savoir qu'est-ce qui va se passer en Palestine demain. C'est pour ça quand... cette interconnexion, elle dépasse les pays arabes. Elle est bien mondiale entendu, quelque part. Absolument, elle est mondiale. Mais là, comme on parle de monde arabe, je vais me limiter à ça. Mais vous avez absolument raison. C'est pour ça, tout à l'heure, pendant la conférence, je dis, je me bats autant pour la liberté du monde arabe que pour la liberté de l'Europe. Parce que pour moi, ils sont absolument liés. Ce monde arabe, qui les forces anglo-saxons, les forces diaboliques anglo-saxons, ils ont mis la main. Ils ont chassé l'Empire ottoman, ils ont mis la main sur le monde arabe, sur le pétrole, sur la richesse, sur les hommes. Ils ont étoffé les dirigeants avec des contrats, comme je le dis, pour des années et des années, d'une manière que l'homme arabe, il se sentait enchaîné complètement. C'est pour ça qu'ils ont décidé, ce monsieur que vous avez nommé Brzezinski, avec Hillary Clinton, avec toute la bande de George Bush, d'accentuer la main mise sur le monde arabe. Ils ont commencé par la destruction de l'Irak. Après l'Irak, ils ont lancé ce qu'on appelle le printemps arabe, de la Tunisie, en Libye, en Égypte. On connaît tous l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie, en Libye et en Égypte. Mais ils ont laissé la Syrie pour la fin. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un petit peu, ils ont voulu expérimenter le fait de domino, en disant la Tunisie tombe, après la Libye va tomber, et après l'Égypte, il tombe automatiquement. Là, la Syrie, il va tomber. Or, ils n'ont pas étudié la composition de la société syrienne. Ça veut dire, avec le président syrien, il y a quand même une bonne partie du peuple syrien qui sont à 100% avec lui. Et ça, ce n'est pas une réponse idéologique, c'est une réponse de politique réelle, c'est-à-dire la réalité du peuple syrien. Il y a une minorité, si on va dire une minorité, mais moi je dis il y a une bonne partie du peuple syrien qui sont absolument avec le président syrien. Et ces gens-là, et je fais partie, c'est pour ça que je suis décédé en Syrie, je suis rentré en Syrie, on a pris des armes, je veux dire, on ne s'est pas regardé, on ne s'est pas croiser les bras et regarder qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a pratiquement 1 million de tués en Syrie. Oui, bien sûr.
je peux vous dire que je ne vais pas commencer à raconter des scènes d'horreur, mais on marchait presque sur le corps des hommes morts sur la route. Donc vous avez carrément pris les armes, vous êtes parti défendre votre pays. Moi, personnellement, Oui. je ne veux pas faire d'héroïsme sur votre chaîne. J'étais avec ma plume à côté des hommes qui ont porté des armes. Ok. Parce que j'ai vraiment voulu... on avait tous des armes, et moi compris. Mais il y en a qui tirent et d'autres se défendent. Et donc, on était tous obligés de prendre des armes pour se défendre. Parce que si tu ne veux pas tuer celui qui a fait l'offensif, c'est lui qui va te tuer avant. Donc, il y avait 80 pays du monde qui ont envoyé des mercenaires et de l'argent en Syrie. Et ça a duré de 2011 jusqu'à 2015. En 2015, vous avez dit que c'est grâce à Poutine. En fait, on ne peut pas le dire comme ça d'une manière simple grâce à Poutine. Oui, c'est beaucoup plus complexe que ça, en effet. Voilà, les Syriens, le gouvernement syrien appelé le gouvernement russe. À l'époque, le gouvernement russe cherchait à tout prix un pied-à-terre au bord de la Méditerranée. Oui. Les Russes, ils ont toujours rêvé d'arriver en ce qu'on appelle l'eau tiède. Et l'eau tiède, c'est la Méditerranée. Ils étaient chassés de l'Égypte à l'époque de Sadat. Ils étaient chassés de l'Afghanistan et ils avaient besoin d'un retour. Et bien sûr, Poutine, il était en train de se préparer de reprendre la place de la Russie sur l'échiquier international. Donc, il y avait deux volontés qui se sont trouvées au bon moment et au bon endroit pour affirmer leur existence. Donc, dire que schématiser et dire que la Russie a sauvé la Syrie, c'est un peu trop simple. C'est plutôt un concours de circonstances, une providence. Bien sûr, absolument. Pour vous, bien sûr, absolument. Bien sûr. Et il y avait pas uniquement la Russie, il y avait l'Iran, il y avait le Hezbollah, il y avait des... Chacun défend ses propres intérêts. Exactement, bien entendu. Ils ont tous défendu leurs intérêts. Bien sûr. Absolument. Vous savez, moi je suis un homme libre, je n'appartiens pas à une fraction politique ou militaire. Je suis un intellectuel, je suis un patriote arabe. Je défends aussi bien le Maroc que la Syrie. Donc, je dis que le peuple syrien qui est resté avec le président a su faire de sacrifices. Vous rentrez dans des maisons syriennes, vous trouvez une femme habillée en noir qui a perdu 3-4 enfants de la même famille. Et malgré ça, il vous dit, ouais, si je peux encore donner ma vie, je le ferai. Donc, c'est ça qui a... Et actuellement, c'est comment la situation en Syrie ? Sachant que, d'après les informations que j'ai, les États-Unis n'ont toujours pas quitté à 100% la Syrie. Actuellement, il y a un état de statu quo, oui. C'est-à-dire la Turquie occupe une grande partie de la Syrie, dans le nord. Les séparatistes kurdes gouvernent une partie dans le nord-est. Les Américains, ils sont à l'est. Les Israéliens, les sionistes, ils occupent le Golan au sud, sud-ouest. Donc, la Syrie, elle est encerclée par des ennemis, absolument, sur l'ensemble de 400 000 km, 385 000 km qu'est la superficie de la Syrie. Donc, mais bon, ça fait partie de cette guerre mondiale qui se prépare actuellement dans le monde. Vous y croyez ? Moi, personnellement, je le dis dur comme fer, il va y avoir un clash énorme. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la conférence, les forces occidentalo-sionistes qui profitent de la richesse mondiale depuis 1700 jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 300 ans, plus, eh bien, ils ne vont pas descendre de notre dos comme ça. Ils sont tranquilles là, ils sont au-dessus de notre tête, au-dessus de notre dos, ils volent notre richesse, ils divisent nos peuples, ils mettent le sunnite contre les chiites, il met le syrien contre le libanais, il met l'irakien contre les jordaniens. Concrètement, quand vous dites les forces occidentalo-sionistes, c'est qui, c'est quel pays pour vous ? C'est quel Il y a un chef d'orchestre qui est l'américain, aidé bien sûr par le chien, le plus proche c'est l'Angleterre, et après il a des petits hommes autour de lui en France, en Italie, en Espagne, et puis bien entendu il y a le mouvement sioniste international qui quand même s'est constitué depuis plusieurs centaines d'années, qui a l'argent, qui a le savoir-faire, qui a l'expérience. Vous savez, la guerre, c'est pas un mot à dire, la guerre. Quand on dit la guerre,
Et il faut des éléments, il faut de longues expériences de guerre. Et ça, il ne manque pas chez les Américains, qui ont exterminé tout un peuple dans le continent américain, ni chez les Anglais, qui régnaient sur un empire dont le soleil ne se couche jamais. Donc, il y a l'expérience de guerre, il y a la richesse financière, et puis il y a la jouissance de pouvoir. Donc ils ont tout ça. Pourquoi le laisser aux Russes qui viennent de débarquer, aux Chinois Mais c'est là où il y a quand même une chose qui peut aller, qui pourrait être bon justement pour les pays arabes, c'est que finalement l'hégémon américain est à bout de souffle. Avec l'OTAN, on le voit, ils se sont embourbés dans une guerre de nouveau qu'ils sont en train de perdre, qui est en Ukraine. C'est pas facile pour eux. Il y a des nouvelles alliances qui sont en train de se créer, notamment avec le monde russe, le monde chinois. Ils sont en train d'incorporer aussi certaines nations du monde arabe. On avait parlé de l'Algérie. Il y a l'Arabie Saoudite qui veut faire partie de ce nouveau bloc qu'est les BRICS. Bien sûr. Est-ce que là, il n'y a pas une fenêtre d'opportunité pour un renouveau justement du monde arabe, un nouveau bloc, on va dire, civilisationnel? Amine, moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Ce n'est pas une fenêtre. Moi je vois une autoroute. Ok. Voilà. C'est un nouveau terme, c'est l'autoroute d'opportunité. Absolument. Donc, parce qu'aujourd'hui, l'axe de Mal, elle est bloquée. Il ne peut plus gagner la guerre. Soit, il y a deux solutions. Soit les Américains ils vont hausser le drapeau blanc. Le drapeau blanc, accepter de partager le monde, la gestion du monde avec la Chine et le Brésil, l'Afrique du Sud et la Russie et l'Inde, l'Iran et le monde arabe. Soit ils ont affronté une guerre. Et s'ils affrontent la guerre, ils vont perdre. Ça, moi, je le dis, c'est ma théorie, c'est ma conviction. Oui, mais il pourrait très bien se dire, quitte à perdre, on perd. On met une dernière bombe atomique dans... Personne ne gagne, en fait. Si vous voulez, c'est un peu le joueur d'échiquier qui est en train de perdre et qui fait balancer le jeu. Ils ont un peu cette façon de procéder, ça qui peut être inquiétant parfois, c'est qu'ils sont un peu dans le symbole du foutu pour foutu, quoi. Ce sera nous... Ou alors, ça sera tout le monde avec nous. Moi, je pense que, foutu pour foutu, les Américains, ils ne sont pas seuls. Il y a les Anglais avec eux. Oui, bien sûr. Et il suffit d'une seule bombe pour que l'Angleterre plonge sous la mer. C'est pas faux. Donc, voilà, je pense qu'ils vont compter jusqu'à 11, pas jusqu'à 10, pour prendre la décision de faire la guerre. Moi, je pense qu'ils finiront par hausser le drapeau blanc. Mais accepter de... Il reste quand même un problème dans cette équation, c'est Israël. Parce que Israël, si... Il n'y a pas Israël, monsieur. Il n'y a pas Israël. Israël, si les États-Unis arrêtent la production pendant une semaine... Il n'y a plus rien. Eh bien, Netanyahou, il ne va pas hausser il va s'habiller complètement en blanc. Donc... Mais le problème d'Israël, c'est que foutu pour foutu, eux, ils vont aller, parce que s'il y a le drapeau blanc, qu'est-ce qu'il adviendra des gens qui y vivent? Parce qu'il y a le gouvernement, forcément, qui... Pour moi, le plus dramatique dans Israël, c'est les Israéliens eux-mêmes. Les Juifs, ils seront plus heureux avec les Arabes, avec lesquels ils ont vécu toute leur vie. Tout à fait. Il n'y a jamais un Juif qui était gêné par un Arabe, ni en Espagne, ni dans le monde arabe, ni en Chine, ni en Iran, ni partout. Les Juifs, ce sont des frères des Arabes. Vous avez raison de le dire. Et jamais un juif était gêné ou dérangé ou tué par un arabe. C'est les sionistes qui sont venus du royaume de Khazar, de l'Europe de l'Est, qui n'ont rien à voir génétiquement avec les juifs d'Orient. Regardez au Maroc. Oui, il y a beaucoup de juifs au Maroc, à Khazar. C'est eux qui tiennent toute l'économie au Maroc. Donc ils sont partout. En Iran, il y a des juifs qui sont au Parlement iranien. Tout à fait, ça il faut le rappeler, parce que c'est vrai qu'on dit tout le temps. Bien sûr, absolument. Aujourd'hui, 15% des juifs religieux manifestent dans la rue de New York contre l'État sioniste. Donc non. On pourrait résumer en disant que le problème n'est pas juif, il est sioniste. Et les sionistes, absolument. Non, le juif... ils ont quand même leurs tentacules un peu partout. Et c'est ça, je reviens à la question que je vous avais posée avant, c'est que finalement, les dirigeants des mondes arabes sont sionistes. Parce que c'est pour ça qu'ils n'agissent pas, en fait. Plus que sionistes. Parce qu'en arabe, il y a un proverbe qui dit « le chien de chef il est pire que le chef ». Donc, ce sont des chiens de sionistes. Ben alors, dans votre livre, est-ce que vous voyez un éveil, vous qui avez voyagé, qui avez des contacts avec le monde arabe? Les populations, vous pensez qu'elles sont prêtes? Écoutez, à partir du moment où il y a un ami en face de moi,
que je le sens totalement éveillé. Et bien, Amin, il n'est pas seul, moi je ne suis pas seul. Il y a des Amin et des Adnan un peu partout. Il suffit juste maintenant qu'on attend le moment historique pour se révéler. Et ça ne va pas être loin. Mais il y a quand même un problème, c'est que les pays arabes étant fiers, hein, les Marocains sont fiers d'être Marocains, les Algériens, on va en parler, les Tunisiens aussi, les Syriens, bref. Dans votre théorie d'un monde arabe réunifié, qui dirige ? Mais justement, quand l'arabe s'éveillera, il aura un projet. Pour l'instant, on se tire dans les pattes parce qu'on n'a pas un projet. C'est quoi le projet marocain aujourd'hui ou le projet algérien ? C'est de manger de couscous ou c'est... Non, on n'a pas de projet aujourd'hui. Quand il y aura un projet arabe de progrès, vraiment de l'éducation, de philosophie, de la poésie, de santé, de l'infrastructure, tout ça, les Arabes travailleront en complémentarité entre eux. Mais ça pourrait prendre beaucoup plus de temps qu'on imagine. Et le fait, par rapport au titre de votre livre, peut-être que, on ne sait pas, mais peut-être que les Arabes vont se réveiller trop tard. Moi je suis... Non. Moi, je suis un intellectuel. Je ne suis pas un fonctionnaire. J'ai le droit de rêver. Oui, bien sûr. Et je vais continuer à rêver. Mais justement, d'un point de vue plus général, si on revient à votre périple à cheval, qui a maintenant le fameux, là, qui a 40 ans, vous étiez aussi parti vous étiez plus jeune, vous étiez parti avec un idéalisme sur l'Occident, l'Orient, la rencontre. Et 40 ans plus tard, est-ce que vous avez toujours cet espoir ? Il y a l'âge qui fait les choses, mais quand vous considérez ces 40 ans et vous regardez ce que vous étiez, cet homme à cheval, quel est votre ressenti aujourd'hui par rapport à ça ? Si je vous donne une réponse sincère à 100%, en fait, ce que j'ai pensé à l'âge de 24 ans, je le confirme aujourd'hui. Quand je parle avec mes amis très, 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 très proches en France, qui sont vraiment pour moi comme des frères, en Ardèche, ou en Auvergne, ou en Bretagne, ou dans l'est de la France, on parle comme si on était d'une famille. Alors, la différence commence quand on arrive aux sphères politico-financières. Alors, s'il y a beaucoup plus des hommes libres dans le monde arabe, avec l'esprit ouvert, avec beaucoup plus des hommes libres dans le monde occidental, en Europe surtout, là, on pourra travailler ensemble, on pourra construire des partenariats sur les deux rives du bassin méditerranéen. Et ça, si je regarde à travers l'histoire, j'ai des exemples. Il y a des moments où on s'est bagarré l'un contre l'autre, mais il y a des moments aussi dans l'histoire, si vous lisez l'histoire, il y a aussi des moments où il y avait des complémentarités entre les deux rives méditerranéennes. Donc moi, je continue à dire, en tant qu'intellectuel, je rêve à l'unité du monde arabe et je rêve avec plus de relations, de partenariats, de coopération avec l'Europe. Mais donc, clairement, vous vous inscrivez dans le courant du panarabisme. C'est ça, hein ? Bien sûr, bien entendu. Est-ce que, justement, le mouvement du panarabisme... Est-ce qu'on pourrait définir le panarabisme ? On va laisser à M. Adnan... Le panarabisme, c'est un terme qui est donc venu après l'indépendance des pays arabes, dans les années 1950. Et puis on a créé la Ligue arabe. Mais la Ligue arabe, depuis sa naissance, elle était... vraiment verrouillé. Complètement verrouillé par les Américains et les Anglais et les sionistes. Ce qui fait qu'ils n'ont jamais pu prendre une décision. Ça, c'est sûr. En 1967, la guerre de 6 jours, ils n'ont pas pu soutenir les pays arabes en guerre, la Syrie et l'Égypte. En 1973, il y avait le roi Faisal en Arabie Saoudite qui a osé déclarer que le pétrole va cesser de coller vers l'Europe. Et bien, le pauvre, il n'a pas vécu quelques mois, on lui a envoyé quelqu'un de sa propre famille qui s'appelle comme lui Faisal, il l'a tué à distance zéro. Donc aujourd'hui, le panarabisme, il est totalement mort. Il n'est pas endormi, il est complètement mort. Parce que depuis 5 mois, les Palestiniens subissent de génocide, le premier de l'histoire que le monde entier regarde en direct, et il n'y a pas une seule décision de la Ligue arabe. Oui, mais et justement, quand vous défendez un peu cette position du panarabisme, le faire depuis l'Europe, c'est pas un peu une contradiction ? Eh bien, je vais vous dire une chose, monsieur. Tout à l'heure, vous avez parlé de
la destinalité de ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, le monde entier, il a plus ou moins un seul destin. Moi, je crois ça dur comme fer. Mon combat, il est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est à l'intérieur du monde arabe. Et ce livre, je l'ai écrit en arabe pour qu'il soit diffusé. D'ailleurs, mes 11 livres, je les ai toujours écrits en arabe et en français. Pour qu'ils d'abord soient diffusés dans le monde arabe. Et je suis sûr qu'à travers les courriers que je reçois sur Telegram, sur Facebook, sur TikTok, je reçois des milliers de lettres. Si vous pouvez vérifier mes comptes, vous allez voir le nombre de personnes qui m'écrivent. Donc en arabe, il y a une véritable demande, il y a une véritable attente de cette unité. Mais mon voisin européen, je lui dois aussi lui informer de ce qui se passe dans le monde arabe. Et quand je viens en Europe, je ne viens pas voir le président Macron, je ne viens pas voir Tony Blair, l'ancien Premier ministre anglais. Je viens voir le peuple européen qui souffre aussi à leur tour de la mainmise anglo-saxon et sioniste. Donc je pense que l'unité de combat entre les Arabes libres et les Européens libres, aujourd'hui plus que jamais, est nécessaire. C'est pour ça qu'il y a le BRICS, par exemple. Pourquoi on est en train de rassembler l'énergie? Il faut rassembler toute l'énergie. Et il n'y a aucun peuple au monde aujourd'hui, il peut acquérir sa souveraineté tout seul. Il faut qu'il y ait une sorte de internationalisation de combat contre les forces de mal qui occupent les pays arabes, l'Europe et beaucoup de pays asiatiques. Mais en faisant ça, vous n'avez pas peur qu'on tombe dans ce que beaucoup dénoncent comme le mondialisme, justement? Je pense que c'est une question légitime en disant, ouais, vous allez nous libérer de l'occupation anglo-saxonne pour qu'on soit sous l'occupation chinoise ou russe ou tout ça. Moi, je pense que chaque pays du monde a une tradition. Je ne pense pas que la Chine a occupé l'Algérie à un moment donné de l'histoire, ni la Russie a occupé la Syrie à un moment donné de l'histoire. Donc, le fondement des pays qui appartiennent aujourd'hui au BRICS, qui font l'effort politique de monde multipolaire, oui, n'est pas du tout basé sur la même chose. Bien sûr, on a le droit de rester toujours vigilant, de poser des questions, mais aussi avec notre intelligence, nous devons aussi lire l'histoire et dire, quand on voit un pays comme l'Angleterre, qui ça fait 600 ans qu'il contrôle la totalité de l'Afrique et de l'Asie, et même l'Europe, c'est les Anglais qui ont aidé à casser la France au moment de la Révolution, ce qu'on appelle la Révolution française. Il n'y avait pas quelque chose qui s'appelle la Révolution. Réellement, c'est un coup d'État contre la famille royale en France, contre l'Église catholique, et organisé par les Anglo-Saxons, avec l'argent de Armel Rothschild. Donc, moi, je pense qu'il y a une tradition colonialiste collée à la peau des Américains, des Anglais, un petit peu derrière eux les Français, enfin les élites français, les fachos français, mais on n'a pas cette étiquette qui est collée à la peau des Brésiliens ou de l'Afrique du Sud ou de la Chine ou de la Russie. Mais dans ce monde multipolaire, qu'adviendrait-il, par exemple, d'un pays comme l'Angleterre? Les pays, si on regarde bien le discours, si on étudie bien le discours des pays de BRICS, on ne voit pas dans leur fondement politique l'odeur d'une hégémonie mondiale. La pays comme l'Angleterre, elle va reprendre sa taille normale. Un pays européen sans une main mise sur les autres pays du monde. Même les États-Unis. Elle ne va pas devenir un pays pauvre parce qu'il est très riche aux États-Unis. Mais elle n'aura pas le monopole de la politique dans le monde. Elle sera partagée. Et ça va entraîner un changement colossal, réel, dans l'organisation internationale, que ce soit le Conseil de sécurité, que ce soit toutes les organisations des Nations Unies. Donc, on ne va pas garder le monde contrôlé par un poignet de pays. Et voilà. D'ailleurs, j'aimerais aussi avoir votre avis, parce que vous avez aussi entrepris un voyage de Damas à Moscou.
Qu'est-ce que vous en avez pensé justement du monde russe? Quelle est sa situation? Comment vous percevez les choses? C'était en 2019, c'est ça? Voilà, absolument. C'est ça, c'est-à-dire 2 ans après la présence russe en Syrie, l'opération militaire acharnée contre la Syrie se sont cessées par les groupes qui sont venus, les mercenaires qui sont venus du monde entier. Et là, moi, je me suis dit, ce peuple russe, iranien, irakien, qui sont venus chez nous, mérite d'un intellectuel comme moi d'aller le voir, leur dire merci. Et c'est vrai que là aussi, j'ai pris un cheval parce que je pense toujours que c'est un très bon ambassadeur pour frapper à la porte culturelle, spirituelle et humaine d'un peuple. Tout à fait. C'est beaucoup mieux qu'aller en voiture ou en jet privé. Voilà, ou en jet privé. Donc, je suis resté quand même 300 jours sur la route, à traverser la Jordanie, l'Irak, l'Iran et la Russie. Je ne parle pas de la Jordanie et de l'Irak parce que c'est le même peuple que la Syrie, donc c'est vraiment identique, c'est même coutume, même langue, tout ça. J'ai l'impression juste de changer d'une chambre à l'autre. C'est identique, absolument identique. Par rapport au peuple iranien, beaucoup d'Arabes disent « Ouais, mais l'Iran, il va transformer le peuple arabe en peuple chiite, il va instaurer son influence. » Moi, je dis tout simplement, l'Iran, c'est un pays quand même millénaire dans la région. Bien sûr. Il a toujours été un empire forte parmi les autres empires. Et il a un projet, bien entendu. C'est à nous, Arabes, à devenir forts et ne pas laisser l'Iran nous envahir. Donc, mais quand je parle de la vie en Iran, dans laquelle je suis resté quand même 4 mois pratiquement en Iran. En Iran, quand vous êtes, pour moi, arabe, dans un village iranien, les gens, ils s'appelaient comme moi, Mohamed, Adnan, Hamad, Hamid, Hassan, tout ça. Et tous les jours, ils disent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah. Donc, j'avais l'impression, il y a un différent un petit peu culturel, mais... Vous avez plus changé de chambre, mais vous avez changé de jardin, peut-être. Exactement, voilà. Donc, voilà. Et c'est un pays quand même qui a un projet. Oui, bien sûr. Ils ont quand même réussi à créer une industrie iranienne. Ils ont fait énormément de progrès en matière d'infrastructure. Aujourd'hui, l'Iran compte dans le monde. En arrivant en Russie, j'ai traversé d'abord 4 républiques musulmanes. Le Daghestan, le Tchétchénie, l'Ingouchie et l'Ossétie. C'est carrément, on dirait qu'on est en Iran. On est au Maroc. C'est aussi très, 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 très proche. Bien entendu, dans ces républiques-là, il y en a qui disent on est corps et âme avec la Russie, mais d'autres, sous influence de Daesh, de Al-Qaïda, ils disent ouais, nous, on n'est pas d'accord avec la Russie. Oui, donc sous influence américaine, on peut le dire. Exactement, voilà, absolument. Mais une majorité vivent en harmonie avec la Russie. Alors, quand j'ai traversé un pays russe, c'est-à-dire à Rostov, à Voronezh, à Tula, jusqu'à Moscou, j'ai l'impression de traverser un continent. C'est le plus grand pays du monde. Et le peuple russe, si je le compare au peuple américain, par exemple, le peuple russe, je n'ai pas senti cette mentalité hégémonique que j'ai sentie aux États-Unis. Aux États-Unis, pendant 14 mois, à chaque fois, on parle avec un Américain. Et il va te dire, voilà, ça c'est ma ferme. C'est la plus grande ferme du monde. Je travaille dans cette usine. C'est le plus grand... Toujours, j'ai entendu toujours la même phrase. C'est le plus grand au monde. En Russie, j'ai rencontré des gens humbles qui m'invitaient chez eux à la maison, avec lesquels vraiment j'ai partagé des moments extraordinaires. Je n'ai pas dit que je n'ai pas eu ça aux États-Unis. Il faut être très sincère. Oui, bien sûr. J'ai eu des familles, mais ici, ils t'invitent parce que c'est Jésus qui leur a dit. Combien de fois ils m'ont dit Jesus, he came yesterday and he told us that you are coming to visit us. Et puis 5 minutes plus tard, ils disent on met de l'argent de côté pour Israël parce que Jésus il viendra un jour libérer le monde en Israël. Il y a un désordre intellectuel terrible aux États-Unis.
Vous voyez? C'est un résumé sympathique. Non, non, mais attendez, il y a un désordre absolument terrible. En Russie, ils n'ont pas cette prétention de dire, si Jésus leur a dit que je passerai les voir, donc ils m'ont reçu humainement. Et on a discuté humainement. Et ils ont pour le monde arabe beaucoup de sympathie et d'estime. Voilà. Et quand on vous écoute sur l'actualité qui est assez grave en ce moment, mais c'est pas tout neuf non plus, ou sur l'histoire, le bilan n'est pas toujours très positif. Mais quand on vous écoute, vous avez l'air de rester toujours très positif. Qu'est-ce qui vous porte et qu'est-ce qui fait que vous pouvez croire ou penser qu'on va s'en sortir? De ma nature, je suis un être positif, ça c'est sûr, j'ai toujours été, mais la lecture de l'histoire m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que j'ai dit, avant de commencer à refaire le monde avec sa femme dans la cuisine, il faut consacrer un peu plus de temps à la lecture de livres d'histoire. Et bien, depuis l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, moi quand je regarde le monde, je ferme mes yeux, j'imagine qu'il y a les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les Russes, les Américains, les Européens, ils sont en train de construire, chacun il construit un château de sable au bord de la mer. Et puis quand il est fini, au bout de 3 à 4 heures de construction de château de sable, il y a quelqu'un d'autre qui vient, il lui donne un coup, et puis il recommence lui-même à construire un autre château. Donc c'est l'éternel commencement des civilisations. Les anglo-saxons, dans leur tête, ils disent que nous sommes le maître du monde. Les latins, Italie, France, Espagne, avec la France en tête, ils disent nous sommes le maître du monde. Les Ottomans, les Perses, ils vont te dire que nous sommes le maître du monde. Les Arabes, ils vont te dire que nous avons apporté tout au monde, les mathématiques, la médecine. Donc, il faut faire la synthèse de toutes ces prétentions hégémoniques et voir dans l'étage en dessous de leader qu'il y a un peuple que si il a l'occasion de se rencontrer avec un autre peuple, il ne va pas parler de ce que les divise, il parlera de ce que le réunit. Voilà. Ça, c'est un magnifique mot de conclusion, je crois. Parlons d'union et pas de division. Vous êtes d'accord ou vous voudrez encore ajouter nous quelque chose? Nous ne pouvons que confirmer. Oui, arrêtons les divisions et unissons-nous. Si vous me permettez juste de faire quand même un petit clin d'œil à mon livre. Allez-y. Bien sûr. Quand l'arabe s'éveillera, quand on lit ce livre, on lit un véritable leçon d'histoire, on lit un véritable voyage des 1000 nuits, on lit un véritable, pour les passionnés de l'aventure, une aventure absolument sans pareil. Donc, il y a un peu pour tout le monde dans ce livre. Et comme je n'ai pas trouvé une maison d'édition qui accepte d'éditer mon livre, parce que je parle de francs-maçons, parce que je parle de sionistes, parce que je parle des anglo-saxons, donc j'ai édité mon livre avec mes propres moyens financiers, donc ce qu'on appelle à compte d'auteur. Et sur la couverture de mon livre, j'ai écrit « Pour la liberté d'expression, soutenez-moi, soutenez mon livre ». Donc si vous tapez sur Internet mon nom, Adnan Azam, A-D-N-A-N, ça c'est mon prénom, plus loin Azam, A-Z-Z-A-M, Adnan Azam, vous allez tomber sur mon adresse mail, vous m'envoyez un mail et je vous envoie mon livre. Parfait, donc on va répéter le livre, le titre « Quand l'arabe s'éveillera », 1300 jours de quête à cheval entre Orient et Occident, de Adnan Azam. Et voilà, merci beaucoup. On mettra tous les liens en description, bien entendu, pour que vous puissiez retrouver rapidement le travail de notre invité. Voilà, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous, bonne chance, bon courage et bon vent pour votre radio, merci. pour votre média. Merci. Et voilà. À bientôt. À bientôt.